Bonjour les amis, bonjour Hervé. Notre vidéo 76, après une semaine avec une actualité assez chargée sur l'aspect militaire. Il semblerait qu'Advika soit ou tombé ou en train de tomber. Il y a eu également un certain nombre d'événements à la suite de l'interview de Poutine par Carlson. Il y a la mort de Navalny. Et alors là, c'est un feu d'artifice dans la communication. Il y a l'accord passé entre la France et l'Ukraine, voyage de Zelensky à Paris. Tout ça nous amène effectivement à avoir un menu assez copieux. Alors je veux quand même, par pure méchanceté, partir des deux derniers tweets que j'ai vus passer ce matin avant de lancer notre enregistrement. D'abord, il y a notre cher Xavier Titelman qui dit oui, c'est vrai, en substance, hein, c'est vrai, les, les, les Ukrainiens subissent défaite sur défaite, mais finalement, ça les sert parce que ça va épuiser les Russes. Ah, très bien, après qu'il nous ait annoncé tout et n'importe quoi, mais on pardonne à Titelman parce que je pense qu'il est stupide. Il y a également un autre personnage que je trouve impressionnant parce que je l'ai connu dans ma jeunesse, c'était Bernard Guetta, qui était un bon journaliste, qui était mainstream, mais là, il est devenu parlementaire européen et il demande d'être tête de liste de la liste macronienne du mois de juin prochain. Et il a ce matin produit un tweet disant s'il y avait eu une élection présidentielle à la loyale en Russie, Navalny aurait battu Vladimir Poutine. Bon, on éclate de rire, non pas parce qu'on pense que Poutine c'est mieux que Navalny, c'est pas la question, mais on essaye d'appréhender un peu la réalité russe. Eh bien, on se dit mais c'est pas possible, il a pris un coup de lune. Pourquoi dit-il ça? Ou bien il est sincère, ça c'est ce que dit Olivier Berruyer, il m'a dit plusieurs fois, ne te trompe pas, ils sont sincères, ou bien il ment effrontément. Je me suis posé la même question, on en parlera probablement dans le cours de cette vidéo. Je me suis posé la même question pour Séjourné, quand il a repris le discours de Bruno Le Maire, le néné bien connu, d'il y a 2 ans, sur l'économie russe qui était effondrée, ce qui a permis à Jacques Sapir de lui faire une réponse en disant attendez, c'est pas les Russes qui essaient de nous convaincre, c'est ce que nous dit le FMI, la Banque mondiale, tous les organismes internationaux qui dépendent de l'Occident nous disent cette chose-là. Et vous venez raconter ça. Alors, ce qui est grave, devant l'Assemblée nationale, quoi, devant la représentation nationale, il vient produire un baratin. Je crains là aussi, malheureusement, qu'il soit sincère. Mon cher Hervé, je te passe la parole pour la première manipulation nous permettant d'accéder à ton PowerPoint. Et puis, on démarre. Donc bonjour à tous. Donc comme d'habitude, trois parties. Une première partie qui concerne le conflit en Palestine, mais qui sera assez rapide parce que on va le voir, l'actualité a été surtout chargée sur tout ce qui touche au conflit en Ukraine. Hein. Donc nous allons commencer donc par ce conflit en Palestine et nous terminerons bien sûr, comme d'habitude, par une partie assez chargée sur l'information et des informations que l'on peut trouver sur les médias et les réseaux sociaux. Alors, que dire sur l'actualité de la semaine à propos du conflit en Ukraine, en Palestine, pardon? Eh bien, il y a toujours ces questionnements qui tournent autour de l'agence de soutien, l'agence des Nations Unies de soutien aux réfugiés palestiniens, une agence qui date d'ailleurs du premier exode des Palestiniens, de la première guerre israélo-arabe de 1948, et avec cette suspicion d'implication des membres de cette agence dans les attaques perpétrées le 7 octobre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations, sauf que l'on peut constater que, jusqu'à preuve du contraire, il y a 140 agents de cette agence qui ont été tués. Et je rappelle que cette agence, c'est la dernière ligne de vie pour tous les réfugiés gazaouis, hein, c'est-à-dire ce 1,4 million de personnes qui se trouvent coincées entre la frontière égyptienne
et la ville de Khan Younes, et que sans cette agence, la détresse humanitaire de ces populations sera encore plus grave. Rappelons également, lorsque l'on parle de la guerre sur la bande de Gaza, le niveau de frappe inusité depuis la Deuxième Guerre mondiale sur ce territoire, puisque 55% des constructions du territoire ont été touchées ou détruites. Alors très rapidement, je repasse cette carte pour rappeler la situation. Rappelons qu'au nord de Gaza, donc dans la ville de Gaza, le Hamas a repris d'une certaine manière euh, le contrôle de cette ville en resoldant les policiers et puis en étant en mesure de réaliser des actions de harcèlement sur les arrières des troupes israéliennes. Les combats sur Khan Younes sont très virulents, très violents, et les premiers bombardements sur Rafah ont lieu, et notamment, il est clair que l'opération israélienne va se poursuivre jusqu'à la frontière égyptienne, avec les conséquences humanitaires que l'on peut imaginer. Donc toujours cette problématique de cette population qui pour l'instant est livrée à elle-même, et notons au passage que depuis quasiment 10 jours, dans nos grands médias télévisuels, notamment TF1, plus personne ne parle de Gaza et de la population palestinienne. Il y a cette semaine simplement le journal d'Antenne 2 qui a mentionné la situation des Gazaouis. France 2, Hervé, France France 2, 2, ça a France 2. changé. T'es comme moi, tu as mis longtemps C'est mon avant de côté t'habituer. vintage. Voilà, exactement. On est vintage tous les deux. Voilà, donc un bilan toujours dramatique. Je pense qu'on est à peu près à 28 000 morts sur la population gazaoui. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais il me semble que j'ai vu passer ce chiffre-là. Ensuite, les journalistes, pas de changement. Le Hamas, alors il y a des journalistes qui parlent de brigade du Hamas. Je ne sais pas si on peut coller ce type d'organisation à une force de partisans, puisque ce sont des partisans, hein, une force asymétrique. En tous les cas, on serait entre 9 000 et 10 000 morts. Et Tsahal serait, d'après les chiffres de l'armée israélienne, à 235 morts et 572 morts depuis le 7 octobre. Donc, il y a évidemment d'autres chiffres, comme tu l'as dit très bien, sur toutes ces pertes-là. Notamment, j'ai vu ceux qui avaient été étudié et puis dévoilé par, j'ai oublié son nom, celui qui travaille avec, tu sais, les vidéos de... ah, mince, ça me reviendra. C'est un ancien conseiller de... attends. Bon, peu importe, ça me reviendra. Je passe. J'ai un trou de Et mémoire. C'est les l'âge. problèmes de nom propre, j'ai le même problème. Alors, donc, c'est pas Alzheimer, hein. Non, non, non. C'est autre chose. Voilà. Donc maintenant, passons maintenant au cœur du sujet. Attends, je Ouais, voulais vas-y, faire deux petites vas-y. observations. Euh, la première, c'est que bon, l'absence de couverture de nos médias de ce qui se passe à Gaza, qui est quand même une abominable tragédie, ça témoigne du niveau où est notre pays, mais on va en reparler à propos de l'Ukraine, où en est le bloc élitaire. Et puis, on apprend que l'armée israélienne, j'ai vu un titre comme ça, l'armée israélienne a donné l'assaut à un hôpital. C'est-à-dire que c'est formidable. Je ne sais pas hein, ce que ça recouvre, mais tranquillement, on dit dans la presse, voilà, il y a une armée, la plus morale du monde, il faut le rappeler, qui attaque, qui lance un assaut contre un hôpital. Alors, bien évidemment, on va nous dire qu'il y avait dans les sous-sols, ou je ne sais pas où, il y avait des gens du Hamas, c'est tout à fait possible, mais rien que la présentation. Puis, deuxième observation, qui à mon avis est assez importante, hier, la Cour internationale de justice a pris une nouvelle ordonnance en disant à Israël, nous vous avions ordonné de prendre des mesures pour prévenir le risque de génocide qui est avéré. Ce n'est pas le génocide qui est avéré, c'est le risque qui est avéré. Donc, et vous ne prenez pas ces mesures. Donc, on vous réitère notre ordonnance obligatoire, vous devez prendre ces mesures. Je rappelle que le 26 février prochain, je pense que ce sera le 26, peut-être le 27 ou le 25, mais un mois après la première ordonnance, les deux parties, c'est-à-dire Afrique du Sud et Israël,
devront se présenter à nouveau devant la Cour internationale de justice. Et là, il est tout à fait possible que l'ordonnance et la décision qui serait prise par la CIJ soit d'une autre nature que celle du 26 janvier, dont j'estimais, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'elle était positive. Oui, en tous les cas, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une forte montée des tensions entre l'Égypte et Israël, et peut-être une remise en cause de l'accord de paix historique si Ouais. jamais la population palestinienne était poussée au travers de la frontière égyptienne. Donc Et puis maintenant, on va rappeler dernièrement aussi notre, notre Joseph Jep Borrell, catalan de l'UE, le commissaire aux affaires étrangères de l'UE, qui sur le conflit au Moyen-Orient a une ligne beaucoup plus objective qu'elle l'est sur l'Ukraine et qui a protesté contre cette pression visant à débarrasser Gaza de sa population palestinienne avec cette phrase: mais où voulez-vous qu'ils aillent, sur la Lune? Point d'interrogation. C'est pas tout à fait la même position que Madame von der Leyen, hein. donc, maintenant nous allons parler du conflit en Ukraine, avec une grosse partie qui va concerner le positionnement de notre pays, hein, qui très clairement, au travers du président Macron, cherche à se positionner comme le leader d'une coalition européenne qui serait orientée au profit de l'Ukraine, mais surtout contre la Russie. Alors, que dire maintenant de l'environnement politique? L'environnement politique est marqué par la conférence de Munich, donc la conférence de Munich sur la sécurité, qui a commencé hier, avec différentes interventions et différents protagonistes importants. Évidemment, la vice-présidente des États-Unis et, de manière très, très surprenante, euh, l'ex-épouse de l'opposant Navalny qui est décédé hier et qui était conviée à une conférence. Alors, c'est assez étonnant quand même, puisque c'est une conférence sur la sécurité. Alors, je pense qu'il y avait dans l'idée, évidemment, de faire une conférence de la sécurité en mettant en exergue l'absence de démocratie face à ce nouvel empire du mal qui est la Russie, et de manière, en fait, un petit peu dramatique, mais le hasard faisant, entre guillemets, bien les choses pour les agences de relations publiques, et également pour nourrir une communication un petit peu paroxystique, voire hystérique, en instrumentalisant le décès pour l'instant inexpliqué de l'opposant Navalny. Eh bien, il y a sa veuve, donc sa veuve qui a pris la parole avec moult effluves, avec de nombreuses personnalités, notamment de l'establishment américain. Voilà. As-tu un commentaire à faire? Oui, oui, je vais faire un petit commentaire. D'abord sur la disparition de Navalny. Je n'ai aucune idée sur ce qui s'est produit, les raisons de ce décès. Ce que je constate seulement, c'est le moment. C'est clair que c'est une divine surprise pour l'Occident, parce que ça permet, au moment de l'impact très important de l'interview de Carlson, au moment de la probable chute d'Advika dont on va parler, c'était une façon de détourner l'attention et puis surtout de réalimenter le narratif qui consiste à dire: après avoir achevé l'Ukraine, la Russie va s'attaquer au reste de l'Europe et bientôt au reste du monde. Et donc verser des dizaines et des dizaines de milliards à l'Ukraine, comme le souhaite M. Macron, plutôt que de financer les hôpitaux et les urgences où on meurt et désormais on se suicide après 10 jours d'attente, on continue à engloutir dans une espèce d'impasse politique et stratégique et économique. Alors, donc, je sais pas ce qui s'est produit pour la disparition de Navalny. Simplement, concernant la venue de sa femme, là aussi, il y a un effet de hasard un peu curieux. J'ai aucune hypothèse, je ne veux pas être complotiste, mais je me dis, mais c'est quand même bizarre. Donc, alors bien sûr, elle est présentée partout comme sa veuve, comme sa femme. C'est une imposture.
C'est une imposture, elle s'affiche partout. D'abord, elle est arrivée sur le plateau très souriante, elle est venue faire son discours parfaitement apprêté, et je veux dire, il suffit d'aller se balader un petit peu sur les réseaux pour la voir en permanence au bras de ses amants par respectifs successifs. Moi, ça, c'est pas mes affaires, j'ai aucune critique à faire particulière, mais c'est une blague. C'est une blague, on la met en avant, hein, on lui donne le nom russe avec Navalnya, je crois que c'est comme ça qu'on dit, alors que bon, c'est une construction purement médiatique, mais ça fait partie de ce côté un peu paroxystique, et tu as raison de souligner la conférence de Munich, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on prépare quelque chose autour de Navalny? C'est assez curieux parce que le personnage en question, et on ne va pas s'éterniser là-dessus, le personnage en question ne représente en Russie strictement rien au plan politique. Il avait été candidat en 2018, il n'a pas pu se présenter, tous les sondages le donnaient à 2 ou 3%, il a un passé sulfureux de néo-nazi, il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui. Bon, c'est une créature occidentale, on en a fait le principal opposant, nous dit toute la presse. Bon, tout ça ne tient pas debout. Et je dirais qu'en plus, c'est pas très intéressant. Parce que si on pense en Occident mettre Vladimir Poutine en difficulté et l'isoler par rapport au Sud global, par rapport à ceux dont Isabelle Lasserre avait relevé sur LCI, et tous ceux qui soutiennent la Russie ou ne la condamnent pas, hein, c'est pour ça qu'elle dit mais les sanctions n'ont pas pu marcher parce que personne ne les a appliquées. Ah bah oui. Hein. Et si on s'imagine qu'on va isoler la Russie par rapport à ça, qu'on va convaincre la Chine à cause de Navalny, qu'on va convaincre la Chine d'arrêter ce qui ressemble à une alliance avec la Russie, on se met le doigt dans l'œil. Voilà. Alors maintenant, une prise de parole intéressante de la part de la présidente de la BERD, la Banque européenne de développement, c'est qu'elle a chiffré en fait l'aide à l'Ukraine et on a dépassé en fait le niveau d'aide du plan Marshall. Donc c'est quand même un engagement financier qui est énorme, voire hors norme pour une Europe qui est constituée de pays qui pour la plupart, d'ailleurs la majorité, voire quasiment tous, sont en situation de difficulté financière. Bon, je mets un petit peu à part les pays du nord de l'Europe, notamment la Hollande et puis le Danemark, mais la plupart des pays européens sont en difficulté financière. Donc évidemment, cela pose question, hein, quant à la soutenabilité de cette aide dans la durée. Non, puis le gaspillage, ben c'est Boris Johnson n'aurait pas été convaincre Zelensky de ne pas signer le traité de paix, on n'en serait pas là. Hein, et tout cet argent aurait pu être consacré à des développements dans l'intérêt des peuples. Mais bon, ceci est une autre histoire. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au positionnement de notre pays qui très clairement veut devenir le leader de la coalition pour soutenir l'Ukraine et évidemment par effet de conséquences contre la Russie. Ce qui va être difficile de facto de se positionner après comme un médiateur éventuel en cas de négociations qui seront quasiment inévitables vu la situation des forces sur le terrain. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, au-delà des déclarations et des fanfaronnades presque, on peut constater que jamais la Russie n'a livré autant de gaz liquéfié à la France. Plus 41% en 2023. Donc ça, c'est un fait. Ce qui prouve deux choses. Ce qui prouve que euh, la Russie, c'est la pompe à essence une des pompes à essence du monde, la deuxième. Hein, la pompe à essence au sens de ses capacités en hydrocarbures divers, que ce soit en pétrole ou en gaz. Donc elle est incontournable et que la décision d'avoir arrêté la livraison de gaz par les gazoducs russes. Alors je rappelle que le gazoduc Brotherhood qui traverse l'Ukraine et sur lequel l'Ukraine continue à recevoir des droits de passage de la part de la Russie, ce qui est encore quelque chose d'extraordinaire étant donné le contexte, permet d'alimenter la Hongrie et l'Autriche de mémoire. Donc, une situation vis-à-vis des hydrocarbures russes qui est quand même assez bigarrée, voire paradoxale, dans la mesure où on en a besoin. Donc, on achète donc du gaz russe liquéfié, 30 ou 40% plus cher que le gaz qui transitait par les gazoducs.
historique, ce qui veut dire qu'on favorise l'effort d'armement russe et parallèlement, on achète du pétrole raffiné ou pas d'ailleurs, mais en général raffiné, notamment du diesel, du gasoil, à l'Inde, et l'Inde qui ne fait que nous exporter avec, bien sûr, Marge. une, une quote-part qu'elle va récupérer, le pétrole russe. C'est extraordinaire, quand même, comme fonctionnement. On est vraiment dans le monde des représentations, hein. Alors maintenant, évidemment, derrière ce monde des représentations, il y a des vrais questionnements, puisqu'il y a 300 milliards d'euros ou de dollars, d'euros d'avoirs russes qui ont été gelés. Donc la grande question maintenant au plan international, mais surtout en Europe, hein, sachant que les Américains se gardent bien de mettre le doigt dans un engrenage qui serait assez dangereux pour leurs banques et l'architecture financière américaine, et notamment pour un État surendetté comme les États-Unis, c'est de confisquer ces avoirs qui ont été gelés. Alors, quelle est la réponse pour l'instant de la Russie? C'est que la réponse, elle est claire, c'est que sur le sol russe, actuellement, il y a à peu près de 300 milliards d'avoirs occidentaux. Eh bien, si jamais ces avoirs sont confisqués, eh bien, la Russie confisquera également les avoirs occidentaux qui sont présents dans ces banques, ce qui veut dire qu'on aura le deuxième effet, comment ça s'appelle, c'était pas emploi, c'était l'emprunt russe, le deuxième emprunt russe, mais ce sera celui du 21e siècle avec des conséquences dramatiques pour ceux qui avaient des avoirs qui seront confisqués par la Russie. Alors, sur le plan juridique, ça ne tient pas debout. J'ai bien dit sur le plan juridique. Si le droit s'imposait à tous, on le saurait. Donc, ça n'est pas possible. C'est purement et simplement de la piraterie. Et par conséquent, ça trouble les relations internationales de façon très importante. Clairement, ça constituerait un précédent qui affaiblirait la position des États-Unis et la position de l'Union européenne, parce que disposer de fonds et investir dans ces endroits-là serait catastrophique, parce que ça vous met dans une situation extrêmement difficile. Il y a un certain nombre de pays qui l'ont parfaitement compris. Je pense à l'Arabie saoudite. Bien, il y en a d'autres qui sont un peu embêtés, c'est l'Irak, puisque depuis l'invasion, ils sont obligés, ils ont des ressources pétrolières, ils sont obligés de déposer le financement dans les banques américaines. Alors, les banques sont vent debout contre ces décisions. Euroclear, Clear, je crois qu'on prononce comme ça, l'organisme belge, le fonds d'investissement belge dit, mais surtout n'y touchez pas. Ce serait de toute façon une catastrophe pour l'Occident. Alors, il n'y a pas que la contrepartie, bien évidemment, la contrepartie de la saisie par les Russes des avoirs occidentaux en Russie, qui est à peu près équivalente à ce qu'on a gelé. Donc, les Russes n'ont pas du tout envie de le faire, parce qu'ils ont envie qu'on investisse chez eux aussi, hein. Ils ne tiennent pas à être obligés d'en arriver à cette solution. Le fait qu'on ait des guignols comme les deux parlementaires là, qui viennent s'agiter, faire des gesticulations comme les bellicistes comme Lindsey Graham, le sénateur qui veut bombarder, atomiser Téhéran. Euh, c'est devenu, et tu as raison, c'est devenu une espèce de simulacre bizarre, un théâtre où l'esprit de responsabilité a déserté l'estrade, quoi. Hein, Bayou, occupe-toi de tes affaires, Bayou, occupe-toi de ta petite vie. Benjamin Haddad, c'est pareil. Enfin, c'est une des caractéristiques de notre Occident aujourd'hui, c'est que ceux qui sont aux manettes ne sont absolument pas et à aucun moment au niveau. Alors, donc, nous allons parler maintenant de notre excellent ministre des Affaires étrangères français, le petit Stéphane. Donc, qu'a dit le petit Stéphane dernièrement? Voulons-nous payer le prix d'une victoire russe en Ukraine? Mais en fait,
la question est très très mal posée. En fait, la question, c'est voulons-nous payer le prix d'une guerre longue sans issue militaire en Ukraine? Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question en essayant de se projeter vis-à-vis d'une solution qui serait équitable et tenable dans le temps entre les deux belligérants directs, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, on ne sortira pas d'un affrontement militaire dans lequel il est peu probable que la Russie sorte perdante. Ce sont tout simplement des paramètres stratégiques qui sont évidents. Alors, on va ajouter une chose, on va répondre à la question de Monsieur Stéphane Séjourné, notre cher ministre des Affaires étrangères. Voulons-nous payer le prix d'une victoire russe en Ukraine? Mais nous le payons actuellement. Hein, à fond perdu, on déverse des milliards là-bas, du matériel qui nous appartenait, du matériel militaire. On s'expose d'ailleurs, hein, et la Russie a gagné. Elle va gagner stratégiquement. D'abord, elle ne peut pas perdre. Et ensuite, tout le monde voit bien le chemin que ça prend. Donc, on va perdre sur absolument tous les tableaux. Tous les tableaux. Quant à la possibilité d'une guerre longue, c'est possible. Moi, j'ai toujours dit que je pense que les Russes ne sont pas pressés. Voilà. Hein. Ils continueront, compte tenu des formes que la guerre a prises aujourd'hui. Bah, ils ont tout leur temps et nous payons le prix de la victoire russe, oui, nous le payons. Et si jamais, une fois cette victoire, je veux dire, actée par un accord international ou actée par sous une forme ou sous une autre de la fin de la guerre, s'imaginer que la Russie veut s'attaquer et veut envahir nos pays d'Europe de l'Ouest, oh mon Dieu, hein, oh mon Dieu, à mon avis, n'ont aucune envie de s'encombrer de pareils boulets. Outre qu'ils n'en ont pas les moyens, bien sûr. Donc, justement, toujours notre excellent ministre des Affaires étrangères qui, lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale, est allé sur un domaine qui, normalement, est celui de Nono le Neuneu, ou Néné le Nono, comment tu l'appelles déjà? Nono le neuneu. Nono le Neuneu, en expliquant que l'économie russe s'effondrait, ainsi de suite. Il a été repris, bien sûr, tout de suite par Jacques Sapir sur Twitter. Mais ce qui est gênant, c'est que je ne connais pas les réactions au sein de l'hémicycle, mais j'ose espérer que quand même des députés aient eu le courage d'aller à l'encontre de ce qu'il était en train d'affirmer, et surtout que ce qu'il était en train d'affirmer, c'est un mensonge pur et simple, dans la mesure où tous les organismes internationaux impartiaux de suivi de l'activité économique mondiale euh, vont à l'encontre de ces dires. C'est étonnant. C'est étonnant. Comment est-il sincère ou pas? Est-il stupide ou pas? Je ne sais pas. Mais comment peut-on en arriver là? Il reprend parce qu'il reprend le discours de Bruno Le Maire d'il y a 2 ans et aujourd'hui, Bruno Le Maire le traîne comme un boulet, ce discours. Tout le monde se fiche de lui. Pas sur les plateaux, les journalistes sont suffisamment soumis. Mais, et il le reprend comme ça. C'est incompréhensible. Et triste d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, toujours dans cette lignée du positionnement de la France comme leader de la coalition européenne pour soutenir l'Ukraine, mais également en vue de se protéger d'une éventuelle action militaire russe voulant attaquer un des pays de l'OTAN, ce qui est plus qu'improbable, même aux États-Unis, personne n'y croit. Sérieusement, je dis bien sérieusement, je parle des militaires, hein. Il y a ce rapprochement, alors cette réactivation du triangle de Weimar pour contrer la Russie entre l'Allemagne, la Pologne et la France. Ce triangle avait été mis en place juste à la fin du pacte de Varsovie et de l'écroulement du système soviétique à l'Est, de manière à pacifier les relations entre la Nouvelle-Allemagne et puis la Pologne, relations qui historiquement ont toujours été assez compliquées, voire antagonistes, puisque rappelons qu'une partie du territoire polonais actuel, c'est une grande part de la Prusse historique qui a été annexée par la Pologne, notamment la Prusse orientale. Donc encore un espèce de forum qui n'a pas de réalité opérationnelle, mais qui permet d'agiter une forme de communication et de lien entre des pays très très différents et pas forcément liés par des intérêts stratégiques communs, Oh non, que ce soit oh non. l'Allemagne et puis la Pologne ou la France. Rappelons que nous sommes à proprement parler
un pays méditerranéen et que notre intérêt serait plutôt de nous rapprocher de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce et du Portugal. Alors bien sûr, suite aux déclarations du président Macron en Suède à propos de la mutualisation possible, alors j'utilise un mot qui est peut-être inapproprié, mais de la force de dissuasion nucléaire française, bien entendu, le président polonais n'est pas contre, hein. Pourquoi il serait contre? On lui propose clé en main une force stratégique qui a été construite par des efforts financiers énormes de la nation depuis les années 60, suite à la décision du général de Gaulle, mais une décision qui avait été déjà préparée par la 4e République, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que les premiers essais nucléaires datent de la 4e République. Et puis, évidemment, derrière, c'est également sur le plan du risque stratégique, c'est également très, très rentable, puisque imaginons que la Russie attaque la Pologne sur le plan classique, avec une invasion, une tentative d'invasion militaire, la réponse de la France serait une possible réplique nucléaire. Mais en cas de riposte russe, ce n'est pas la Pologne qui serait vitrifiée, parce qu'à partir du moment où vous engagez la force nucléaire stratégique, eh bien, la riposte nucléaire, c'est le pays qui engage la force nucléaire stratégique qui la prend. Alors, je vais faire deux petites observations à ce sujet. D'abord, il y a un aspect théorique. Moi, je ne suis pas un spécialiste, tout là, loin de là, mais il y a la fameuse DMA. La dissuasion, c'est destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire, vous nous attaquez, vous serez vitrifié. Donc, ne nous attaquez pas. Bon, voilà, c'est un dispositif pour empêcher, justement, empêcher l'agression et empêcher que l'on nous envahisse. Je veux dire, l'élargir à des pays qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, dans un dispositif où on va quand même rappeler une chose, c'est que l'OTAN dispose de l'arme nucléaire américaine et que ce sont les Américains qui décident. Et même pour la Grande-Bretagne, qui a elle aussi l'arme nucléaire, ce sont les Américains qui la contrôlent. Donc on s'en remet complètement, tu as raison de parler de l'effort, on s'en remet complètement à des systèmes de décision qui nous échappent. Enfin, c'est totalement contradictoire avec Mais ce que doit être notre force de dissuasion. ça va même à l'encontre de tout ce qu'ont écrit les penseurs de la force stratégique française, avec cette notion d'intérêts vitaux, mais ce que l'on oublie également de sanctuaire national. Et ça, c'est la deuxième notion qui est très importante. Les intérêts vitaux, certes, mais surtout le sanctuaire national. Donc, on est bien sur les frontières de la France. Alors maintenant, toujours dans la lignée de la visite du président Zelensky en France pour signer l'accord bilatéral de sécurité, nous pourrons en parler dans quelques instants, il y a cette arlésienne de la livraison de Mirage 2000D à l'Ukraine. Alors je ne dis pas que ça ne va pas arriver ou pas, je dis simplement que comme pour le F-16, alors en plus c'est un avion avec un équipage à deux, donc qui nécessite la formation du pilote et du navigateur responsable des systèmes d'armes, on est sur des échelles de temps de 2 à 3 ans. Alors je comprends très bien le souci des Ukrainiens qui ont reçu des missiles Scalp Storm Shadow, et notamment une cinquantaine de missiles Scalp livrés par la France, d'après les déclarations du président de la République, et qu'ils ont très probablement très très peu de vecteurs en état de fonctionner pour les lancer, puisqu'on peut remarquer que les frappes dans la profondeur ukrainienne depuis 2 semaines ne se font plus par missile Scalp. Donc ça veut dire qu'il y a un problème plus de vecteurs que de missiles, en fait. Donc c'est un questionnement qu'ils ont, mais qui n'arrivera pas avant 2 ou 3 ans, si jamais la livraison se faisait. Alors maintenant, toujours pour en revenir au sujet que nous avons abordé sur la force de dissuasion nucléaire française et les propos du président Macron, j'allais dire le général Macron, c'est automatique, mais il se prend pour un général d'une certaine manière. Oh là, Et, hélas. donc, il joue plein de rôles, cet homme. Et donc, c'est une intervention courageuse et intéressante quand même du général Chauvency sur LCI. Je rappelle que le général Chauvency, c'est un des meilleurs experts qui interviennent sur les plateaux de LCI, qui souvent va tacler les autres protagonistes du plateau lorsqu'ils auront des propos un petit peu irrationnels. Toujours très rationnel, le général Chauvency s'est interrogé sur 2 points. D'abord, la dissuasion nucléaire ne se partage pas.
hein. C'est un peu comme ça, brosse à dents. C'est ce que disait un des penseurs de la dissuasion nucléaire française. Et ensuite, il est étonné qu'un tel engagement soit pris par le président de la République sans consulter à minima la représentation nationale. Et on remarquera que euh, bon, il y a eu quelques réactions politiques, mais assez faibles, voire assez dérisoires. Et que surtout, il a dit qui paye. Hein. C'est ce que je disais, c'est que depuis les années 60, l'effort qui a été fait par la nation française, euh, qui serait prêt à accepter de donner comme ça un petit peu le fleuron de la défense française, parce que c'est un fleuron, hein, puisqu'on est totalement autonome sur ce spectre de la dissuasion nucléaire, comme ça gratuitement, uniquement pour avoir un impact, je dirais, moindre, ou peut-être géopolitique euh, qui serait certainement à double tranchant sur l'espace européen, avec cette idée, bien sûr, de devenir peut-être les leaders d'une éventuelle défense européenne. Alors maintenant, bon, c'est le dernier discours du président Macron lors de la visite du président Zelensky. Moi, je m'interroge toujours hein, sur qui écrit les discours, hein, puisqu'il fait une corrélation, une relation de cause à effet entre le décès de Navalny et puis le changement de phase d'agression de la Russie vis-à-vis de l'Occident et notamment de la France. Alors, derrière son discours, il n'y a pas évidemment uniquement ce rapprochement avec Navalny. Il y a évidemment la mention des ingérences russes, notamment sur le plan informationnel, qui ont été détectées dernièrement par une agence française. Et, qui est d'ailleurs notre excellent ministre des Affaires étrangères, le petit Stéphane, n'a pas manqué de mentionner ce fait. Alors, quelles sont les conséquences de cette fameuse ingérence? C'est vrai, il y avait des sites, notamment sur Telegram, et des sites de médias, très honnêtement, qui étaient des médias de propagande, qui étaient consultés, je crois que c'était 5000 consultations sur une année, ce qui est ridicule. Hein. Alors, oui, Oui. oui, mais le problème, c'est que Viginum, tout d'un coup, Viginum, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça sort, on le crée pour la circonstance, on dit oh, attention, c'est terrible, la prestation de ces journées était grotesque, mais moi j'ai regardé, je vais sur Telegram, hein, j'y vais parce qu'on y trouve beaucoup de choses, et il y avait ceux qui ont été interdits sont des sites en français, qui étaient des sites pro-russes, tout à fait clairement pro-russes, parfois très offensifs, etc. Donc, ceux-là ont été interdits, enfin, ils ont été bloqués, et ça représente, mais c'est infime. J'ai regardé un petit peu quelles étaient les présentations, hop, un petit tour par le VPN pour aller les voir, les sites bloqués, c'est ridicule. C'est une opération de pure communication. Alors, Oui, bien évidemment, ils ont un soft power, les Russes, ça, on peut leur faire bien confiance. sûr, Hein, ils savent le faire. Nous aussi. Et puis, les Américains, n'en parlons pas. bien Sauf que sûr. leur soft power, il est beaucoup dirigé vers la France, qui est un de ses vassaux. Donc, non, c'est encore de la com, quoi. Oui, en fait, là, oui, on est sur la guerre d'information, de communication qu'il y a entre les Occidentaux et maintenant la Russie. Maintenant, sur le plan du positionnement de la France, à partir du moment où la France est de plus en plus est considérée comme un pays non amical par la Russie, voire hostile, il ne faut pas s'étonner si la Russie utilise des moyens pour nous mettre en difficulté, que ce soit en Afrique ou sur le plan informationnel. Sinon, ça serait je vous fais la guerre, mais s'il vous plaît, ne me faites pas la guerre. C'est complètement illusoire comme positionnement. Alors maintenant, il y a ce fameux accord bilatéral de sécurité entre la France et puis euh, l'Ukraine qui vient d'être signé hier, qui est signé à la suite du premier qui avait été signé par l'Angleterre avec l'Ukraine et l'Allemagne aussi qui a signé ou qui va signer, je ne me rappelle plus, mais il y a trois pays. Et normalement, les 25 autres pays de l'Union européenne devraient suivre et signer ces accords bilatéraux. Alors, que disent ces accords? C'est que si la France est attaquée par un pays, je ne sais pas quel pays, la Russie peut-être,
Ça veut dire que l'Ukraine viendrait appuyer la France pour que la France se défende. C'est ça la bilatéralité, mais ça veut surtout dire que ça ne fait que entériner ce qui a déjà été dit et décidé, c'est l'aide militaire des Européens à l'Ukraine, le soutien militaire des Européens à l'Ukraine. Avec toujours la même difficulté, c'est qu'on peut débloquer de l'argent, des sommes, des fonds, mais on est incapable, on est en difficulté pour les transformer en matériel ou en munitions du fait de l'organisation purement privée du complexe militaro-industriel occidental. Donc Et des en engagements. homme, et Comment? en homme, et Et en en homme. homme. Oui. Non, mais le premier sujet pour les Le Ukrainiens, sujet, c'est c'est bien sûr la industriel, ressource mais humaine. bien sûr. Comment? Voilà. Non, mais le Et sujet industriel, ce sont des rodomontades, quoi. On va dire, alors je voyais aussi, je reviens sur Bernard Guetta, oui, mais ça y est, on a pris des responsabilités. On n'a plus les chaînes d'approvisionnement, on ne sait plus le faire. On a désindustrialisé nos pays. Avant de reconstituer tout ça, ça va prendre minimum 10 ans. Mais de quoi parle-t-on, quoi? C'est effarant. bon, Alors, simplement, on voit dans le texte que tu retransmets là, interopérabilité avec l'OTAN pour l'Ukraine, bravo, c'est ça. Le casus belli, c'est bien celui-là. Hein, qui a entraîné le début de la guerre en 2014 avec le coup d'État du Maïdan et l'intégration à l'Union européenne, ça, c'est les Russes s'en fichent. Hein, mais le problème, c'est que la signature euh, de ces accords, comprendre, hein, les pays souverains, ils passent des accords, nous met en position de co-belligérants. Alors, Séjourné dit non. Bon, c'est une vieille question, on va pas. Ce traité ne change rien par rapport à ça, et on est perçu comme co-belligérant par la Russie qui dit tout le temps notre adversaire, nos ennemis, ce ne sont pas les Ukrainiens, ce sont les pays de l'OTAN. Voilà. en tous les cas, sur 2024, on devrait fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire. Donc, étant donné les finances actuelles de l'État français, je suis toujours étonné de voir ces annonces. Alors maintenant, un petit rappel, puisqu'il y a eu un bateau russe qui a été sévèrement endommagé, voire coulé, donc un des bateaux de classe Ropucha, un des navires de classe Ropucha, qui sont des navires de débarquement, en fait, capables de transporter une dizaine de chars ou l'équivalent d'un bataillon. Donc, on serait actuellement à deux navires de cette classe-là qui seraient détruits. Donc voilà, globalement, le point le plus exhaustif possible sur l'état de la flotte noire, de la mer Noire, pardon, russe, avec les navires majeurs. Je ne parle pas des coquilles de noix, puisque lorsque certains annoncent 25 navires russes coulés, si c'est une petite vedette ou une péniche de débarquement, ça n'a pas de sens. Et ce qui est important pour les Ukrainiens, en fait, c'est de pouvoir attaquer les navires qui sont capables de réaliser des frappes à la terre, et ceux qui notamment tirent des missiles calibres, ou ceux qui participent au blocus côtier qui rend difficile les exportations de blé ukrainien. Donc globalement, une flotte russe qui subit une attrition, mais une attrition qui deviendrait problématique dans la durée si jamais le conflit devait durer plusieurs années, car c'est une flotte russe qui ne peut pas être recomplétée ou rénovée par de nouveaux navires, puisque le détroit est bloqué par les Turcs tant que le conflit est actif. Alors, j'ai une question, Hervé, concernant, d'abord, je te rends hommage parce que depuis déjà un bon moment, tu parles de cette insécurité pour les Russes en mer Noire. Euh, euh, je constate ils sont effectivement gênés. Ceux qui font les opérations sont des drones Naval. navals suicides. Hein. D'où est-ce qu'ils partent, ces drones? Ben justement, en fait, ils partent d'Odessa. Donc, le sujet, c'est que si c'est opérant sur le plan stratégique, cette pression que font les Ukrainiens sur la Crimée et sur la faute de la mer Noire, ça peut également avoir un effet contre-productif quant aux intentions russes sur le front terrestre. Sachant qu'Odessa, c'est une ville qui est très, très particulière. Bon, on en parle assez peu, hein, mais c'est une ville qu'on peut considérer comme pro-russe, hein, une grande ville pro-russe. Et on le voit très bien dans les réactions de la population d'Odessa au travers de différentes vidéos.
que ce soit lorsqu'il y a des recruteurs qui officient dans la ville, ça se passe en général très très mal, hein, et pour eux, et ou voire même parfois des éléments paradoxaux comme des personnes qui applaudissent parfois à l'arrivée de certains missiles russes sur des installations militaires. Donc, c'est une ville qui est très particulière. Alors moi, je ne connais pas, hein, la ville d'Odessa, je n'ai jamais été sur place, mais on voit que c'est une ville très, très particulière historiquement. Et le fait que toutes ces attaques partent d'Odessa devrait plutôt inquiéter les Ukrainiens s'ils n'arrivent pas à tenir le front terrestre, je parle. Alors là, on est un petit peu sur la situation d'une bataille maintenant qui est quasiment en train de se terminer. C'était celle des troupes ukrainiennes qui étaient envoyées pour contrer les offensives russes, qui, comme d'habitude, selon les experts militaires des plateaux télé, il y a 16 Russes ou 8 Russes morts pour un mort ukrainien. Alors, sachant que les Russes ont la supériorité d'artillerie, bon, j'arrête de commenter ce type Attends, d'évaluation parce Hervé, que donc, si, il y a quelqu'un qui a dit des choses très, très importantes. Euh, c'est Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, qui a dit les pertes de la Russie sont tellement colossales qu'ils ne peuvent plus tenir qu'en ouvrant les prisons et en envoyant les prisonniers sans entraînement, sans rien, avec des pelles, Monsieur le Président, bien évidemment, et des machines à laver, enfin des puces de machines à laver. Il a ressorti ce nanar qui est, enfin, je veux dire, totalement débunké depuis extrêmement longtemps. On a déjà parlé à plusieurs reprises des pertes. Je ne suis pas là pour faire un concours entre les pertes ukrainiennes et les pertes. Euh, sur les pertes, il reprend. Euh, Emmanuel Macron reprend cette espèce d'imbécilité. On en avait parlé au moment de Bakhmout avec la composition de Wagner, ça c'était incontestable. Mais là, il le reprend. Voilà, il reprend une propagande assez inepte et sans mollir, sans problème, sans souci de sa crédibilité, ne serait-ce que de sa simple dignité. Je trouve ça tout à fait effarant. Tout à fait effarant, mais enfin, bon, le concernant, c'est malheureusement pas nouveau. de toute façon, c'est une bataille qui est en train de se terminer par un retrait progressif des forces ukrainiennes de la ville. Alors, on verra comment elles se positionnent à l'issue et qu'est-ce qu'elles pourraient éventuellement faire, tout comme les Russes. J'en parlerai après. Alors, j'ai relu, ça faisait un moment que je n'avais pas relu un des blogs de mon camarade de promotion Michel Goya, puisque bon, il était passé du côté obscur de la force, hein, sur le plan de la propagande. Et puis j'ai retrouvé quand même des éléments intéressants dans son dernier billet, hein. Bon, il fait un constat de toute manière, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Il était peut-être temps, hein, d'ailleurs. Et puis, donc voilà, donc il est sur les constats, mais on redevient à peu près sur une approche rationnelle de ce qui se passe. Il était temps. Alors maintenant, on va s'intéresser à la situation du front terrestre vraiment par rapport à ce qui s'est passé sur Avdiïvka et ce qui pourrait se passer après, sachant que la pression des forces russes sur le front est constante et concerne tout le front. Alors, rappelons qu'avant le retrait d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui a été annoncé aujourd'hui par le général Syrski des forces ukrainiennes d'Avdiïvka, il y avait la 3e brigade d'assaut Azov qui était rassemblée sur la ville de Selidovo, qui a fait l'objet de frappes russes, ce qui fait que cette brigade qui devait être engagée pour justement desserrer les taux a été largement amenuisée par cette frappe avant d'être engagée. Ensuite, au cours de la semaine, les Russes ont récupéré la zone de l'aéroport, la zone Zénith, que l'on voit avec la grosse masse rouge, et puis également la zone du dispositif de traitement d'eau de la ville, qui était également une zone fortifiée très, très importante pour les Ukrainiens. Alors, suite à la prise de la zone de Zénith, il semblerait que les Russes aient fait beaucoup de prisonniers. Les Ukrainiens ont avoué qu'ils avaient laissé des prisonniers. On ne connaît pas la quantité de prisonniers. Pour l'instant, les Russes n'ont pas communiqué sur les prisonniers. Est-ce qu'ils le feront ou pas?
J'ai vu l'interview d'un lieutenant de la brigade Azov qui avait été fait prisonnier, qui était assez intéressant dans la mesure où ce lieutenant disait que en fait, c'était un ancien lieutenant de la 47e brigade qui avait transféré à la brigade Azov. Donc je pense que la brigade Azov qui a été engagée pour desserrer les taux, c'est une brigade qui a été faite un petit peu de briques et de brocs et de morceaux d'unités euh, qui, qui, en fait, lui était complètement étrangère. Donc c'est une brigade Azov qui n'a rien à voir avec la brigade Azov telle qu'elle était sur Mariupol ou ensuite lors de la bataille de Bakhmout. Donc une brigade qui a certainement beaucoup souffert sur la bataille de Bakhmout et qui a également souffert de la frappe dont je viens de parler. Alors actuellement, la situation, il semblerait donc, comme sur Advika, que les forces ukrainiennes se soient retirées. Par contre, je m'interroge quand même sur la situation au, à l'est de la coquerie, hein, cette zone industrielle, parce que je pense que soit les forces ukrainiennes vont être encerclées dans la coquerie et conduites à faire Cameroun ou alors à se rendre à terme, soit elle a été déjà évacuée par les forces ukrainiennes. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est la suite. Qu'est-ce qui pourra arriver? Hein, qu'est-ce qui pourra arriver à partir de cette victoire russe sur, alors victoire russe, mais c'est surtout les troupes, les ex-troupes des républiques autoproclamées qui ont participé à cette victoire, notamment les ex-troupes de la RPD, la République populaire de Donetsk. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient très, très motivés pour prendre cette zone qui bombarde. C'est à partir de cette zone que depuis 2014, les forces ukrainiennes bombardaient la ville de Donetsk. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, si jamais les Ukrainiens ont du mal à se rétablir sur une zone fortifiée suffisamment solide pour arrêter une poussée offensive russe, soit les Russes pourraient aller vers la ville de Potrovsk, hein, qui est un nœud logistique important, hein. C'est celle qui est justement à la croisée des routes, hein. Soit s'orienter vers le sud et aller vers Vuhledar, soit vers le nord et contourner la résistance de Chassov Yar et puis prendre à revers cette résistance. Donc, c'est à voir, est-ce que les Russes ont la capacité de le faire? Est-ce que le terrain le permet? Puisque là, on est en pleine Rapoutitsa, puisque l'hiver a été très, très court, hein. Donc, c'est à observer pour la suite des événements. Donc, je ne reviens pas sur les centres de gravité, ni sur ces éléments-là. Et rappelons tout de même qu'à minima, la stratégie des Russes, c'est de conquérir les oblasts qu'ils ont annexés. Et puis, la suite des événements, si jamais il y a une offensive opérative d'été des Russes, il est fort probable que l'effort porte sur Zaporizhzhia avec l'idée d'aller jusqu'à Mykolaïev et, s'ils en ont les capacités, euh, peut-être jusqu'à Odessa. Donc les stratégies sont toujours les mêmes, stratégie d'attrition côté russe, jusqu'à ce que les forces ukrainiennes soient complètement épuisées et dans l'impossibilité de faire face à une offensive opérative. Et stratégie des Ukrainiens, qui est la stratégie la plus à droite pour eux, c'est maintenir la pression sur la Crimée, sur la flotte de la mer Noire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, non, je m'interroge, si, peut-être un petit peu quand même, sur les suites de ce qui va être une défaite, hein, disons les choses comme elles sont, d'Advitka, avec le même mécanisme qui a fait qu'il y a un coût très élevé pour l'armée ukrainienne. Mais est-ce que pour la suite, on ne va pas continuer à avoir cette pression permanente, un peu cette façon de jouer du piano, on presse ici, on presse là, etc., parce que les offensives grandes flèches, aujourd'hui, sont rendues quasiment impossibles à cause de l'hypersurveillance du front, comme tu le dis. Voilà, je m'interroge sur la suite des opérations offensives d'été, parce que je ne pense pas, me trompe peut-être, hein, je ne pense pas que même à échéance d'un an, 2 ans, l'Ukraine puisse se rétablir. Les Ukrainiens ne rentreront pas, on n'expulsera pas les gens qui sont partis à l'étranger pour qu'ils rentrent en Ukraine et soient embauchés dans l'armée. Je ne vois pas comment ce pays, malgré les milliards, peut se redresser. Ça ne me semble pas possible.
Ça ne me semble pas possible. Ils ont plus Bon, d'industrie de guerre, on n'en a plus non plus. Enfin, je vois pas, ça me semble être une impasse, cette fois-ci stratégique, et que face aux difficultés tactiques liées à la surveillance du front et difficultés stratégiques aussi, les Russes continuent une pression permanente. Sauf que, bon, ça fait durer la guerre longtemps chez eux aussi, mais pour l'instant, ils maîtrisent la situation interne sans difficulté, hein. ouais, mais je pense pas quand même que pour la population russe, cette situation de guerre soit viable à long terme. Donc, s'ils ont la capacité à avoir un retournement stratégique au cours de l'année 2024, ils vont le faire. Parce que la logique justement de la stratégie d'attrition, c'est justement pour que cette hypersurveillance du Oui, champ de bataille devienne inopérante. C'est qu'à partir du moment où l'adversaire en face détecte, hein, parce qu'il a cette capacité à surveiller le champ de bataille, mais est dans l'incapacité de riposter avec son artillerie parce qu'il n'a plus de munitions ou pas assez de pièces, ou de contre-attaquer parce qu'il n'a plus assez de moyens et notamment d'effectifs, eh bien, en fait, cette hypersurveillance du champ de bataille ne sert quasiment plus à rien. Et c'est là où les offensives opératives redeviennent possibles. Parce que tout simplement, le front, à certains endroits, devient tout simplement plus tenu, hein, parce qu'il n'y a plus de munitions, parce qu'il n'y a plus assez de matériel et surtout parce qu'il n'y a plus assez d'hommes. Et c'est là où ça devient complètement désorganisé. C'est ce qui s'est passé un petit peu sur Avdiivka, où les unités à la fin ukrainiennes étaient complètement désorganisées et n'avaient plus de combat coordonné entre elles. Tu vois? C'est ça, très là. bien. Non, mais je pense que cette précision était, à mon avis, importante parce que tu viens de caractériser ce que pourrait être un effondrement. C'est-à-dire qu'on dit, oh, l'Ukraine va s'effondrer, mais on visualise pas, on n'imagine pas ce que ça pourrait être. Là, concernant, y compris avec l'exemple d'Avdiivka, tu nous montres ce que ça pourrait être, et à ce moment-là, ça peut être brutal, quoi. C'est-à-dire que ça peut être Voilà. exponentiel. La seule question à se poser, c'est est-ce que les Russes ont les réserves opératives prévues pour cela? Bon, on n'en sait rien, de toute façon, mais c'est probable quand on fait le bilan des recrutements de cette année et puis de la mobilisation partielle également de l'année précédente. Il est probable qu'ils aient des réserves stratégiques et opératives à disposition. Et surtout, il y a des éléments qui devraient inquiéter également les Ukrainiens, mais je pense qu'ils les inquiètent. C'est la mise en place de brigades d'artillerie aussi. Ça a été décidé il y a à peu près 6 mois. Et typiquement, la brigade d'artillerie, c'est un outil justement pour des actions opératives dans la profondeur, de manière à concentrer les feux. Donc, la suite des opérations sur Avdiivka, au-delà peut-être d'avancées russes, c'est à mon avis la réduction des saillants. Avdiivka était un saillant, le prochain saillant à être réduit, à mon avis, ça sera celui de Robotine. Alors maintenant, nous allons passer au passage récréatif de la vidéo, puisque nous allons attaquer d'abord la notion de désinformation. Alors bien sûr, on le constate, et c'est logique que les gens soient indignés sur la mort de Navalny, qui est arrivée de manière très très brutale, hein, et qui a surpris tout le monde. Je pense même qu'elle a surpris d'ailleurs les dirigeants russes, hein. Mais ça, on verra ensuite quels seront les éléments que l'on pourra avoir en termes d'explication sur cette mort. En tous les cas, comme chaque fois, on est face au double standard. C'est que l'indignation pour Navalny n'est pas forcément l'indignation pour la mort du journaliste russe, pardon, américain qui est mort dans les prisons ukrainiennes il y a 2 mois environ. Ouais, c'est ça. C'est ça, 2 mois. Et de même que, donc, il y a toujours ou Julian Assange qui risque, s'il est extradé, 175 ans de prison aux États-Unis. Donc, il y a également un prisonnier politique, hein, Julian Assange. Donc, cette indignation, elle est, on va dire, dirigée et puis à géométrie variable. Et c'est un petit peu comme les victimes. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes de la guerre. Il y a celles dont on parle et celles dont on ne parle pas. Alors, à cette occasion, moi, la partie de tennis, oui, mais ben, on l'a vu avec le Moyen-Orient. Vous n'avez rien dit sur le 7 octobre, donc vous ne pouvez pas rien dire sur le massacre de Gaza, etc. C'est pas très intéressant. En revanche, dès lors que ça se passe chez nous, je regarde et je vois que beaucoup des gens qui se sont précipités, je ne parle pas
de ceux dont j'attendais rien. Je pense à Libération, par exemple, ou d'autres, hein, ou à Bernard Guetta, mais d'autres qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, qui se prétendent dans l'opposition. Je pense d'une part à Mélenchon, de l'autre côté à Bardella, à Zemmour. Ils ont tous foncé sur Navalny. Je les ai jamais entendus, sauf Mélenchon, dire quoi que ce soit sur Assange. Quant à Gonzalo Lira, ils n'ont simplement jamais entendu parler de ce malheureux. Donc c'est ça le problème, c'est le double standard chez nous qui démontre la pusillanimité, qui démontre la veulerie de notre personnel politique. La soumission aussi, le manque de courage, parce que par moment, s'opposer face au nombre, il faut faire preuve de courage. Avoir des principes. Alors, maintenant, notre excellente députée européenne, Nathalie Loiseau, n'a pas manqué de s'exprimer sur ce soir, donc sur la 5e chaîne. Ah, c'est ça, ouais, c'est la 5e chaîne, c'est ce soir. Et parce que moi, je ne regarde pas ces chaînes, je regarde que lorsqu'il y a des encarts sur Twitter, sur X. Donc, globalement, si je résume, Nathalie Loiseau, ses propos, c'est « Je suis bête, nous sommes bêtes, les dirigeants européens, nous, les Français, savons que vous êtes bêtes, ils, les Russes, les Américains, les Ukrainiens, savent que vous êtes bêtes, parce qu'il est clair que les Russes, les Américains, les Ukrainiens savent manipuler les dirigeants européens. Vous ne savez pas que vous êtes bêtes, vous ne savez pas que nous savons que vous êtes bêtes, et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que face à tant de bêtises, nous sommes très inquiets, en fait. » Alors, Madame Nathalie Loiseau, qui a été directrice de l'ENA, non mais je rêve, elle a été directrice de l'ENA quand on voit son niveau, et qui reconnaît que la guerre en Ukraine, on la regarde du fond de nos canapés. Mais pardon, toi, peut-être, oui. Hein, mais nous, on essaie de comprendre ce qui se passe. On essaye de voir dans ce réel, en l'analysant, quels seraient les intérêts de notre pays. Toi, tu es au fond de ton canapé. Non, mais misère, quoi. Misère, misère. Alors maintenant, le retour de l'excellent Gérald Yakovlev. Moi, je suis quand même étonné, hein, parce que tous ces experts qui ont dit tout et son contraire, et surtout son contraire, et qui ont surtout été des boussoles qui annonçaient le Sud, très souvent par idéologie et par une forme de fanatisme ou d'aveuglement par rapport à la situation qui était celle du terrain, eh bien, ils sont toujours invités pour commenter. Alors là, c'était sur Martichoux. Martichoux, c'est la papesse de la russophobie, hein, sur Ah, LCI. t'es chaud. Oui, c'est vrai, c'est la papesse, hein. Ah bah Et oui. si tu veux, le matin, de temps en temps, j'écoute Martichoux pour voir à peu près le niveau de russophobie, hein. Et puis le soir, pour me marrer un bon coup, j'écoute Éric Brunet. Eh ben, on est bien barré avec ça, hein. Oh, mon Dieu. Parce Éric que Brunet, c'est... Yakovlev, c'est pas un imbécile du tout. Ah ben Lui, non. c'est un militant assez pervers d'ailleurs, hein, qui ressent une certaine jouissance à se moquer du monde, qui là, il a un compte à régler avec la Russie, je sais pas lequel, Ah, c'est compte tenu familial, hein, je de. pense. Oui, C'est oui, oui, familial. je pense que c'est ça, mais je sais pas précisément lequel. Moi, j'ai eu un camarade il y a fort longtemps au PCF qui s'appelait Yakovlev, c'est peut-être un membre de sa famille, et qui était effectivement descendant de Russes blancs. Donc, le problème, c'est que je crois que il a ce compte à régler parce que lorsqu'il intervient sur le Moyen-Orient, il est beaucoup moins atlantiste, il est beaucoup moins pro-américain. Il dit un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités, et parfois il est brutal vis-à-vis d'Israël. C'est assez étonnant. C'est assez Oui, oui, étonnant. d'ailleurs, il avait parlé de solution finale pour les Palestiniens très, très rapidement, hein. Et Ouais. Darius Roujbin l'avait repris, hein, parce qu'en fait, il a toujours quand même des paroles qui sont outrancières. C'est son style, hein, je parle. C'est Oui, la oui, 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 la punchline. punchline. La Son, punchline. son compte Twitter, c'est la punchline de Ouais, mais je ne Yakovlev. sais pas, je ne le vois plus, il m'a bloqué, hein, parce qu'apparemment, j'étais plus punchlineique que lui. Mais bon, peu Ah importe. ben moi En tout cas, aussi, j'ai dû être bloqué parce que je le vois plus passer. En tous les cas, il a reparlé des pertes russes, hein, de ces fameuses pertes russes qui sont astronomiques sur la Advika. Donc, quand on veut avoir une idée à peu près sérieuse des morts, dis bien des morts russes Hmm. pour la guerre, depuis le début de la guerre, toutes forces confondues,
il faut regarder le site Mediazona, hein, qui travaille pour la BBC. Et on voit là sur la gauche les tendances, et ces tendances, euh, alors on peut critiquer après la valeur absolue qui est donnée par le site, qui fait un travail très très sérieux, hein. Mais ensuite, les tendances, on ne peut pas les nier. On voit très bien les tendances qui sont en rapport avec les moments forts de la guerre. Et on voit que le pic de Bakhmut est très visible, tout comme le pic au début de la guerre avec les combats autour de Kiev. Et on peut constater que pour l'instant, même si il considère ce site qu'évidemment, il y a certainement des décès qu'ils n'ont peut-être pas pu voir, hein, il travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les annonces faites dans les journaux des différentes régions russes, eh bien, on est à 40 460 morts pour la guerre. Donc, l'excellent Nicolas Tanzer, l'excellent, je pense qu'il a sorti son livre que peut-être une grosse dizaine de personnes va acheter et lire. Alors peut-être qu'il a imposé en achat à ses étudiants de Sciences Po, c'est ce que font souvent les profs, hein. Ça leur fait au moins quelques centaines de lecteurs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu inquiétant quand même, dans la mesure où il enseigne à des jeunes. Et le pouvoir d'influence des professeurs, quand même, euh, face à des jeunes cerveaux, peut être assez important. En tous les cas, sa dernière intervention a suscité de nombreuses réactions, hein, que ce soit de la part de Régis Le Sommier ou alors de Caroline Galacteros. Donc, c'est vrai que tous ces va-t-en-guerre qui commencent déjà eux-mêmes par payer de leur personne, ou alors en envoyant éventuellement des gens proches de leur famille, ou leurs enfants, par exemple, leurs fils. Lui, il a pris un coup de lune, hein. Tenzer, Ouais. il est halluciné maintenant. Il Et y a un de toute côté façon, halluciné dans ses ouais. Oui, interventions. il est halluciné de plus en plus. Ouais. Et il a un petit côté, le côté exalté. Alors, Guetta, c'est un niveau en dessous, mais lui, vraiment depuis le début. Et puis, il travaille avec l'excellente, comment elle s'appelle, la vieille dame, là, j'ai oublié son nom, là. Ah, Hades Galina. Cruci. Oui. Bon, Ah, bref, mais, j'ai des mais problèmes c'est- de mémoire en ce moment. Moi, tu vois à qui je parlais, là, hein, de oui, qui oui, je oui, parle. bien sûr. Parce qu'il a son journal Desk Russia, c'est pareil, hein. Hades Cruci. Je sais pas qui lit ce truc-là, tu vois. C'est un peu comme le journal, entre guillemets, macroniste, c'est quoi, qui a été, où il y a, mince, bon, peu importe, ça me reviendra. C'est une feuille de chou que personne ne lit, pareil. Alors, D'accord. Franc-tireur. Franc-Tireur, voilà, Franc-Tireur. Le journal de combat, Franc-Tireur, voilà. C'est le journal que personne ne lit, mais que tout le monde subventionne. C'est Ça, vrai? c'est une vraie question aussi. Eh ben oui, bien sûr. Je pense il y a un projet de revue soi-disant intellectuelle qui a été lancé qui s'appelait Cometa, hein, pour parler de l'Est. Il y avait uniquement des écrivains ou des journalistes euh, pro-ukrainiens et russophobes atrabilaires, avec des moyens importants. Ils ont eu une couverture médiatique, enfin de publicité, de choses comme ça, et pas moyen de savoir d'où venait l'argent. Si, alors ça peut être de chez Soros, j'en sais rien, j'accuse pas, mais oui, c'est de la subvention pure. Et d'ailleurs, celui qui fait ça, concernant Franc-Tireur, c'est Kretinsky, qui est l'oligarque tchèque et qui est également propriétaire de Marianne. Et qui avait donc exigé en 2022 qu'on change la une de Marianne pour en faire une pro-Macron. Ouais, Liberté de bon, la presse. ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, Marianne, c'est quand même un hebdomadaire qui est plutôt Oui, critique. oui, 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 absolument. Mais ça, c'est grâce à Natacha Polony, hein. Exactement, grâce à Natacha Polony, qui est une femme, une journaliste très courageuse, hein, dans ses prises de position et dans ses éditoriaux, et qui n'a pas peur de s'opposer à la meute de ses confrères, à la meute, ou plutôt au troupeau. La meute, c'est, je dirais plutôt le troupeau. Bon, pour en revenir à la désinformation, il faut se rappeler de cet épisode du 24 janvier avec l'Ilyushin-76 qui a été abattu au-dessus de l'aérodrome de l'aéroport de Belgorod et tous les discours qui ont été tenus, hein. Bien sûr, c'était les Russes qui s'étaient tirés dessus. C'était un Ilyushin qui transportait des munitions. Il ne transportait pas de prisonniers. Bref, bref.
2 semaines après, alors je ne parle même pas du plateau de Martichoux, hein, 2 semaines après, enfin 2 semaines après, quasiment un mois après, ce que l'on apprend, c'est que les Ukrainiens demandent la restitution des corps des prisonniers qui étaient dans l'Ilyushin 76. Alors, on va rappeler que la Russie a saisi le Conseil de sécurité en demandant une enquête sur ce qui s'était passé. La France y est opposée. La France y est opposée. Toutes les chaînes d'infos ont dit que c'était un coup des Russes. Ils ont peut-être invité je ne me rappelle plus comment elle s'appelle non plus, on n'est pas avec les noms propres, il y en a tellement. Journaliste qui a écrit un livre pour expliquer que Nord Stream 2, c'était les Russes, c'était un vieux complot. Ils l'avaient construit pour le faire exploser, en fait, etc. Les Ah oui, productions. oui, c'est une journaliste, hein, oui, que j'ai vue sur les plateaux d'ailleurs. Van Rettegem ou quelque chose Oui, comme ça, oui, je oui, crois. ça c'est Hein. formidable aussi. Comme, Oui, oui. Et voilà. donc, nous, on s'y est. Donc, toute notre presse a prétendu que c'était bidon. Et puis, il y en a eu un certain nombre d'autres. Hein, Monsieur Amourski, Monsieur Titelman, je cite le bas de gamme, qui, alors là, il ricanait, tout ça, c'est des mensonges, etc. Croyez-vous qu'ils ont rectifié en disant ah ben non, finalement, non, 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 pas du tout. Hein. Et alors, derrière eux, il y a tous les fameux NAFO, hein, tous les pro-ukrainiens qui avaient ricané, moyennant quoi, ben non, c'était un échange. Alors, la seule question qui reste aujourd'hui, les Russes avaient raison, c'est est-ce que c'est un acte volontaire ou est-ce que c'est une erreur? Un tir ami, entre guillemets. La seule Ça, question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un acte volontaire? Et comme une forme de message vis-à-vis des Ukrainiens qui se rendraient un petit peu trop souvent ou trop rapidement, ou c'est ça. C'est la seule question qu'on peut se poser sans faire de complotisme, c'est tout. Mais on a posé la question. oui, voilà. Alors maintenant, toujours le grand sujet du moment, c'est et si la France partageait sa défense nucléaire avec les autres pays européens. Donc c'est l'article du non moins excellent Jean Daumercier dans l'opinion, qui devient une forme d'agent d'influence, hein, sur des sujets quand même que normalement il devrait bien connaître, puisque c'est quand même un journaliste qui officie dans le domaine de la défense depuis de nombreuses années. Et il suffit pour cela qu'il relise les livres écrits par les penseurs de la force stratégique nucléaire française pour comprendre que c'est une hérésie complète, et pas tellement au travers de la notion d'intérêt vitaux, mais surtout la notion de sanctuarisation du territoire national. Alors maintenant, puisqu'on parle des ingérences russes au travers des comptes de médias complètement obscurs que personne ne consulte, ou alors sur Telegram. Alors, au passage, hein, puisque j'ai remarqué que la censure, c'est toujours stupide, la plupart des comptes Telegram en français qui ont été censurés depuis hier, ils sont réactivés, mais sous un autre nom. Hein. Donc, bref, ça peut durer longtemps, hein, cette petite guerre. Hein. Bon. Non, mais je t'assure. Hein. Non, je sais bien. Voilà. Et entre parenthèses, des comptes qui étaient quand même assez virulents comme RT France, parce qu'RT France, quand même, souvent il y a du lourd. Hein. Donc, eux, ils n'avaient pas été censurés. Mais bon, bref, passons. Et puis ceux qui sont en anglais n'ont pas été censurés. Bon, très honnêtement, la plupart des gens maintenant parlent anglais. Et puis même, s'ils ne parlent pas anglais, ils font copier-coller du texte, ils font traduction en Attends. n'importe quelle langue. Hein. Moi, il y a une traduction automatique. Ouais. Oui, 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 il y a du russe et de l'anglais. Moi, j'en ai besoin, je parle aucune langue étrangère. Hein, et donc, je me sers de ça, effectivement. Ouais. Tu ne parles pas de langue étrange comme notre ministre des Affaires étrangères? Oui. La méchanceté, hein, ça fait plusieurs fois que je l'entends, Hervé Carès parler du petit ministre. Oh là là Le là petit là là là. Stéphane, le petit C'est Stéphane. le Bon, petit Stéphane. Et pour en revenir maintenant aux vraies ingérences, enfin pas aux vraies ingérences, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ingérence d'autres pays comme la Chine ou la Russie en fait en France, ou des capacités d'influence. On est dans le domaine des compétitions ou des affrontements sur des périmètres très particuliers. Mais le pays qui nous fait le plus de mal sur le plan de la guerre économique, c'est les États-Unis. Et ça, c'est factuel. Et c'est un rapport de janvier 2024 qui vient de sortir, hein, qui a été réalisé par des officiers de la DGSI, la Direction générale des services intérieurs. Donc,
Voilà, donc ça, c'est la réalité opérationnelle des ingérences et des influences sur le plan de la guerre économique. Et c'est ce qui nous fait le plus mal, hein. D'Alstom à la BNP, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà la réalité, et puis la différence entre la réalité et puis une réalité, mais une autre réalité qui est largement fantasmée. Alors maintenant, on en revient à cette fameuse censure des comptes Telegram. Donc moi, je vois trois raisons à cela, et puis trois éléments de réflexion surtout. D'abord, ces comptes Telegram, ils étaient consultés même par les journalistes de LCI, parce que quand on voulait avoir de l'information, je parle de l'information un petit peu disruptive et qu'on ne voyait pas ailleurs, il fallait aller dessus. Ensuite, je rappelle que la censure est toujours contournable, d'ailleurs ce qui est en train de se passer, hein, puisque la plupart des comptes qui ont été censurés ils sont en train de se recréer sous d'autres noms. Il y en a déjà un qui a été recréé, je l'ai vu ce matin. Ce n'est pas forcément un bon signe sur la pluralité de l'information. Parce que ça veut dire que uniquement la propagande, entre guillemets, ukrainienne, parce que les deux font de la propagande de toute manière, et même nous d'ailleurs, malheureusement, alors qu'on n'est pas en guerre, avec sa propre novlangue est accessible. Et puis surtout, cela atteste, et ça c'est à mon avis l'élément le plus important, c'est que toujours rechercher quelle est la réalité qui se cache derrière une information, c'est que la situation du front ukrainien, à mon avis, est dramatique et peut-être plus que celle que l'on peut imaginer, et d'où le désarroi, la tension des alliés européens de l'Ukraine face à une impasse stratégique et peut-être même un échec stratégique à terme. Maintenant, toujours pareil, il y a toujours des journalistes qui sont courageux. Et donc ça, c'est un ancien de l'équipe de RT France. Et je rappelle que lorsque RT France a été interdite d'activité sur le territoire, bon, on a créé du chômage, hein, au moins chez des journalistes. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas enfreint aucune des lois de l'ARCOM. Ça a été une décision que l'on peut considérer comme un petit peu exagérée, hein. Puisque de toute manière, après, les personnes qui cherchaient, qui suivaient RT France, ils sont allés chercher l'information ailleurs. De ce type-là, ce type d'information, un petit peu sorti de son contexte par rapport à ce qui est véhiculé par les médias nationaux. Et donc lui, il a posé une question lors du point de presse hebdomadaire du gouvernement, à la porte-parole du gouvernement, qu'en était-il de Nord Stream? En parlant des hypothétiques menaces russes, il a dit qu'en était-il de Nord Stream? Est-ce qu'ils avaient des informations? Évidemment, elle a eu du mal à répondre. Je pense que sa question était un petit peu, pas maladroite, mais un petit peu hors contexte, mais en tous les cas, on a pu noter la gêne de la porte-parole du gouvernement. Enfin, deuxièmement, concernant également les opérations de désinformation par les agences de presse ou de relations publiques, bien sûr, c'est la fameuse connexion et la complicité avérée entre Poutine et Trump, qui ne repose absolument sur rien. Et d'ailleurs, les soupçons d'ingérence dans l'élection de Trump de la part de la Russie ont été complètement démontés par la justice américaine. Et il a été prouvé que c'était des manœuvres d'ailleurs qui avaient été plus ou moins également mises en place par le FBI. Donc on est sur également des manœuvres qui sont propres à la politique américaine, notamment au clan démocrate, parce qu'il est vrai que Trump les déstabilise beaucoup, comme il déstabilise d'ailleurs tout le monde, puisque Poutine a dernièrement déclaré qu'il préférait avoir affaire à Biden, qui était prévisible, à Trump qui était imprévisible. Hervé, Poutine, il se fout du monde, hein. Je prends mes responsabilités, mais il a fait donc une autre interview après, dans un autre contexte, et puis il a dit qu'il préférait Biden alors qu'il avait refusé dans l'interview de Carlson en disant non, non, c'est vos affaires, etc. Il a dit oh, moi je préfère Biden. Bon, non, quoi, le Trump s'est précipité là-dessus en disant c'est qui le meilleur pour défendre les intérêts américains, hein. Je pense que c'est une manipulation poutinienne, ça, hein. Je pense que Ou il de se l'humour dit, russe, mais peut-être? pardon? De l'humour russe? Oui, oui, tout à fait. Non, parce que je pense qu'ils savent, comme ce que dit Emmanuel Todd, mais enfin, qu'est-ce que vous croyez? Biden, Trump, c'est la même Amérique.
C'est la même bien sûr. Amérique avec toutes ses difficultés, avec son imprévisibilité dans ce qui va se passer maintenant. Mais alors, le coup de oh, mais je suis pro-Biden et la réaction de Trump, ça c'est on n'est plus dans le théâtre, là, on est carrément dans le stand-up. Hein. Alors maintenant, plus près de nous, je vais parler de l'ex-ambassadeur Claude Blanche-Maison, qui intervient souvent sur les plateaux de LCI et qui est toujours très, très virulent, hein, très, très, entre guillemets, russophobe ou anti-russe. Hein. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas pour cet homme. Hein. D'abord parce qu'il a été consultant chez RT France pendant très longtemps. Et ensuite, parce que jusqu'en 2018, hein, dernière preuve de sa participation au dialogue franco-russe, il était très proche du dialogue franco-russe. Et je rappelle que la photo que l'on voit là, où il fait un exposé lors d'une conférence du dialogue franco-russe, c'est en 2018, soit 4 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc l'annexion de la Crimée par la Russie, hein, considérée comme illégale sur le plan du droit international, ce qui est une réalité. Hein. Et là, ça ne le dérangeait pas, mais apparemment, il a préféré changer totalement de discours et venir cachetonner auprès de LCI, hein, de manière à mettre des légumes consistants dans sa maigre soupe, hein, et compléter sa pauvre retraite d'ambassadeur. Alors là, Hervé est très méchant, hein, mais je pense que malheureusement, il a raison. Alors, deux observations. La première, sur la photo, nous avons à l'extrême gauche, nous avons Jean-Robert Raviot, qui a fait une prestation chez nous il y a 8 jours, hein, à propos de son livre sur la Russie, que je recommande à nouveau, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui est un sacré outil pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ensuite, une deuxième observation concernant le mépris que tu soulignes, disant de Blanche Maison, disant le Sud global, c'est les ex-alignés et les ex-colonisés. Non mais attends, c'est ce mépris, ce sentiment de supériorité occidentale qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal depuis 2 ans. Là, il a trouvé à s'exprimer. Tant, les ex-colonisés, les ex-alignés, la Russie, première puissance militaire du monde, la Chine, première puissance industrielle du monde, l'Inde, qui est également, qui doit être la 7 ou Le- 8e puissance industrielle du monde. Mais comment on peut parler des gens de cette façon-là, enfin, d'autres pays qui sont pour certains d'immenses civilisations. Les trois que je viens de citer sont des États-civilisations, hein, l'Inde, la Chine, la Russie. Comment, enfin, bien sûr, il y a des ex-colonisés, mais qui ont réussi à décoller. Bien sûr, il y a des gens qui ont souffert de l'Occident au 19e siècle, qui s'appellent la Chine. Et aujourd'hui, ils surclassent le G7 sur le plan industriel, c'est-à-dire notre petit Occident. Et voilà, on a un ambassadeur, enfin, qui a appartenu au corps diplomatique et qui vient exhaler son racisme, parce que profondément, c'est ça. Ouais, et puis Ah, on moi, est moi, vraiment ça me scandalise. ouais, on est dans la tartufferie quand même. Hein. Alors, cet extrait, je l'ai récupéré parce que il m'a été inspiré par un compte Twitter qui est vraiment intéressant, la dictature du réel. D'ailleurs, il faudra que je t'en reparle de la dictature du réel. C'est celui qui collationne toutes les bouses. Ah oui, il m'en C'est a envoyé une. le spécialiste des bouses. Hein. Donc, j'échange avec lui, donc il faudra que je t'en reparle, hein, puisque je lui ai parlé de ce dont on avait parlé. Tu sais. Voilà. Donc, c'est le spécialiste des bouses et je pense qu'il a une base de données qui est assez intéressante. Alors, maintenant, une vidéo également intéressante de Alexandre, je ne connais pas son nom, hein, Alexandre Prussien, hein, qui est expatrié depuis 16 ans. Il a fait une très très bonne vidéo. Bon, de toute façon, lui, il est en Russie depuis 16 ans, donc le système politique russe lui convient. Hein. Mais c'est très intéressant puisqu'il fait les avantages et inconvénients de chaque système et pourquoi ce n'est pas une dictature, la Russie, mais c'est plutôt ce qu'il appelle une démocratie autoritaire. Il explique très bien pourquoi et comment on vit en Russie. Et voilà, bref. Évidemment, il faut adhérer après au système. Mais c'est intéressant et c'est un point de vue intéressant. Et surtout qu'il est assez critique, hein, notamment sur des éléments qui ne fonctionnent pas très bien au sein du système russe, quand il parle de la corruption, ainsi de suite. Il explique très bien tout ça, puisque justement,
un de ses jobs, puisqu'il est il a une boîte de ressources humaines, c'est également d'appuyer la ruspatriation des gens qui veulent venir habiter en Russie ou s'expatrier en Russie. Donc il ne peut pas mentir. Il est obligé de dire les réalités. Et enfin, dernier point, donc sur Sud Radio, une excellente intervention de Anne-Laure Bonnel, hein, je rappelle, hein, quand même, c'est une femme jeune et très courageuse et qui a été sur plusieurs théâtres de guerre, celui de Donbass, mais également celui de l'Arménie, du Haut-Karabakh, et qui a fait une très très bonne intervention sur Sud Radio en parlant de son vécu et puis une réflexion tout à fait humaniste par rapport aux réalités de la guerre et notamment celle des soldats qui la font. Voilà, ben écoute, j'ai terminé. Je pense pas qu'on ait été si long que ça, d'habitude, hein? Si, Non? si, mais on a vas-y, tu Voilà. reviens. Voilà. Bon, ben, on a dit du mal de tout le monde, là, hein. Je veux dire, on a Sauf fait de une nous. copieuse garde-robe. Alors, pour ceux qui vont avoir du mal à attendre les punchlines de notre ami Hervé euh, entre deux, enfin, dans la semaine, je leur conseille, une fois de plus, de s'abonner à son compte Twitter. Il fait un travail de veille important et c'est assez souvent assez drôle, hein, donc profitez-en. Bien, donc je vais vous remercier de votre attention à tous, de votre soutien, qui est quelque chose de précieux, d'important. Et puis on va continuer, j'espère. Le 26 février, c'est dans 9 jours. Oui, non, non, ce sera pas avant que, encore que l'audience du 26 février, non, c'est samedi ou dimanche prochain, pas celui-là, le suivant. L'audience de la CIJ, ça, ce sera un événement assez important, mais je ne pense pas qu'elle ait lieu ou le samedi ou le dimanche. Elle sera donc probablement le lundi 27, donc elle n'aura pas encore eu lieu lors de notre prochain enregistrement. Tout ceci n'est pas grave. On trouvera bien le moyen d'en parler de façon, j'espère, pertinente. Voilà, merci Hervé, encore une fois. Merci à tous. Dernier appel, ceux qui veulent le PDF m'envoient un petit message sur l'email qui est en description. Voilà, et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, à très bientôt.